même s'il y avait d'autres engagements, un programme très chargé. À présent, passons à notre intervenant principal de notre chère sœur, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Thank you, Ambassador. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Votre Excellence Annalena Baerbock, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, Excellences, Mesdames et Messieurs les participants, chers frères, chères sœurs, tout d'abord, je voudrais remercier l'Union africaine et sa mission d'observation permanente, le Bureau de la Conseil spécial sur l'Afrique et les partenaires qui ont contribué à cette série de dialogues tout au long de ce mois. Le secrétaire général a dit quels étaient les enjeux dans son discours vidéo. Et alors que nous penchons sur le thème tirer parti de l'eau pour l'Afrique, nous voulons, je voudrais vous dire où l'Afrique pourrait aller. J'ai commencé à être saisi de cette conversation il y a des années comme ministre de l'Environnement du Nigeria. La politique de l'eau et ce qui se passait au lac Tchad était un thème pour chaque ministre de la région, car toute personne qui a travaillé sur l'eau sait que ce n'est pas seulement l'eau, c'est également la santé, l'assainissement, le climat, l'alimentation, l'énergie, la justice, l'autonomisation des femmes, l'égalité, la paix ou la sécurité, ou très souvent tout cela en même temps. Ne l'oubliez pas, alors que nous examinons la position du continent aujourd'hui. L'Afrique détient 9% de l'eau douce du monde, mais l'eau n'est pas distribuée de manière égale sur le continent. La majorité de l'eau douce du continent souffre de stress en raison de la croissance de la population, de l'agriculture, de mauvaises infrastructures, des changements climatiques. Et souvent, l'accès est entravé par les conflits. Dans certaines régions, une grave pénurie saisonnière est une réalité. Un Africain sur 3 vit dans une région pauvre en eau. Cette année, il y aura un El Niño, ça risque d'être un super El Niño, ce qui va encore aggraver les choses avec des inondations, mais également des vagues de chaleur inédites. Imaginez les plus de 400 millions d'Africains qui n'ont pas de service essentiel pour l'eau et 300 millions d'Africains qui n'ont pas d'accès à une eau potable sûre. Il s'agit donc d'une région qui ne maîtrise pas la gouvernance, la gestion, la distribution équitable ou le financement de ses propres ressources. Et notre population paye chaque jour le prix de cette lacune. Donc, parlons d'abord des causes fondamentales. Ce qu'on appelle la pénurie en eau, très souvent, à regarder de plus près, est un échec des systèmes. L'échec des systèmes qui a des causes, mais également des solutions. La solution commence avec considérer l'eau pour ce qu'elle est, un actif stratégique du continent qui doit être planifié, financé, régi sur des décennies au service de la transformation économique de l'Afrique. Cela veut dire planifier pour les foyers et l'économie en même temps. La rivière qui remplit les robinets permet également aux filles d'aller à l'école, irrigue les farms, rafraîchit les centres des données et si on régit bien l'eau, tous les autres secteurs en profitent. Si on la régit mal, tous les autres secteurs paieront la note. Et il y a de moins en moins de marge de manœuvre pour l'erreur, car la pression sur les systèmes en eau de l'Afrique augmente chaque jour. L'Afrique, bientôt, aura la population la plus jeune du monde. Cette augmentation de la population provoque une augmentation des demandes d'égalité des droits. Dans ce contexte, le système hydrique construit par l'Afrique pour le dernier siècle ne peut pas apporter de résultats pour le prochain siècle. La vision pour l'eau de l'Afrique, la politique 2063, donne un cadre pour le continent. Nous avons les outils, mais il faut maintenant donner à ce cadre le muscle politique nécessaire. Je voudrais mettre l'accent sur 4 domaines: la gouvernance, le financement, l'équité, la paix et la sécurité. Tout d'abord, la gouvernance. Les systèmes hydriques mettent à l'épreuve les institutions car ils montrent où la planification des financements, le maintien et la réduction de comptes vont dans la même direction. 90% des surfaces en eau de l'Afrique est présente dans 63 bassins partagés et pas un seul ne respecte les frontières nationales. Donc la gouvernance de l'eau en Afrique est de par sa nature un projet continental. Il doit fonctionner au niveau local, national et régional en même temps. Ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose que le continent a déjà fait. Il peut le faire à nouveau. Ce continent a posé les bases d'une architecture intégrée et de plateformes robustes pour les discussions et les accords nécessaires pour l'eau.
Le Conseil des ministres africains sur l'eau, les organisations du bassin, l'ODA Népal sont des bases essentielles qui existent déjà. Elles doivent avoir les ressources et la confiance nécessaires pour jouer leur rôle. 13 pays africains sont allés encore plus loin. Ils sont devenus partie à la Convention des Nations Unies sur l'eau. Deuxièmement, le financement. On ne peut pas construire un système pour l'eau pour 50 ans avec 5 ans d'argent. Le déficit d'investissement pour l'eau en Afrique et pour l'assainissement est de 1 000 milliards de dollars sur les 15 prochaines années. C'est immense, mais comme le président a dit, beaucoup de capital africain se trouve déjà dans les institutions financières entre 1 000 et 4 000 milliards de dollars de capital africain se trouvent dans les banques et les fonds souverains en dehors de l'Afrique. Cet argent pourrait permettre de construire le système en eau dans les pays dont il vient si les conditions étaient propices pour que cet argent revienne dans les pays d'où il vient. Renforcer l'architecture financière de l'Afrique, notamment en harmonisant la réglementation par-delà les frontières, et investir dans les installations publiques, les institutions publiques et dans les infrastructures locales et les capacités, ça va être essentiel pour créer ces conditions. Les investissements dans l'eau sont, par leur nature même, à long terme. Il est logique de les financer en partie par le crédit. Et voilà précisément où le système financier international n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit faire pour l'Afrique. Les pays africains empruntent à des taux bien plus élevés que les économies avancées. Les risques ne le justifient pas. Cette prime met à mal les infrastructures dont a besoin l'eau. La réponse est double. Il faut continuer à promouvoir la réforme de l'architecture financière internationale afin que le coût du capital reflète la réalité, ne soit pas biaisé. Il faut également pleinement utiliser les nouveaux instruments pour le risque qui sont maintenant disponibles, les financements locaux, les garanties, les clauses de pause de la dette, les financements mixtes, les partenariats publics-privés bien structurés. Ils peuvent permettre à chaque dollar pour le développement d'aller plus loin. Et ils peuvent permettre au capital privé de participer à ces projets. Mais ce qu'aucun instrument ne peut faire, c'est remplacer les cadres nationaux qui donnent aux investisseurs la clarté et au gouvernement la capacité de planifier au-delà des prochaines élections qui sont nécessaires. Troisièmement, l'eau, c'est une question de justice et d'égalité. Le fardeau d'un système de l'eau qui ne fonctionne pas, comme de nombreuses choses, incombe de manière disproportionnée aux femmes et aux filles. C'est ce dont nous parlons quand nous parlons du déficit en eau de l'Afrique, une génération de femmes et de filles africaines qui passent des heures de leur enfance à aller jusqu'au puits alors qu'elles devraient être en classe. Ces heures représentent des années perdues, une éducation effacée, des occasions perdues. C'est une perte pour chaque fille, mais c'est une perte encore pire pour l'Afrique et son potentiel. On peut dire la même chose d'autres personnes laissées de côté par le système hydrique, les personnes handicapées. Une mauvaise planification pour les communautés autochtones qui ne peuvent pas décider, les populations rurales, alors que les villes sont bien servies, des établissements informels servis en dernier ou pas du tout. Les systèmes d'eau doivent être mesurés à l'aune de qui peut trouver de l'eau dans son robinet. Il faut laisser personne pour compte. Enfin, l'appel à la sécurité. On ne peut pas acheter la paix et la sécurité grâce à un budget de défense. On l'édifie grâce à une gouvernance légitime, des services qui fonctionnent, un contrat social dans lequel la population peut croire. L'eau est au cœur de ce contrat. Sur le continent, l'eau a été une source de coopération comme de tension. Une rivière ou un lac partagé peut rapprocher de gouvernements ou les éloigner lorsque les systèmes en eau échouent, que ce soit à cause d'une absence de planification ou de la pression climatique. Les conséquences passent rapidement dans le domaine de la sécurité, provoquent le déplacement, ils aggravent la compétition pour les ressources et ils alimentent l'instabilité. Mais l'Afrique a déjà fait des choses difficiles. Elle a mis l'eau au service de la paix. Ici, je voudrais saluer l'organisation du bassin du fleuve Sénégal qui montre ce qui se passe quand les États gèrent l'eau ensemble grâce à la confiance et aux avantages mutuels. Et il y a d'autres exemples en Afrique qui nous apporte la même leçon. L'eau pour la coopération doit être traitée comme une infrastructure essentielle pour la paix sur le continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, en décembre, le Sénégal et les Émirats arabes unis co-organiseront la conférence des Nations unies pour l'eau aux Émirats arabes unis, édition 2026. Ce sera la deuxième fois en 3 ans que le monde se sera réuni sur l'eau à ce niveau d'ambition. Le mois de décembre ne peut pas être simplement un nouveau diagnostic.
Il faut poser les bases pour édifier le futur de l'eau dans le multilatéralisme, pour mettre en œuvre l'initiative pour l'eau nationale et internationale alignée sur l'agenda 2063 et le programme 2030. Et ce dialogue doit affûter la proposition de l'Afrique pour décembre. Ce qui doit être financé, ce qui doit être réagi différemment, les institutions qui doivent être renforcées et comment traiter de l'eau dans tous les secteurs en travaillant avec les dirigeants privés, locaux et communautaires. Ce que les pays doivent faire pour édifier un futur processus multilatéral, ce que les pays africains peuvent faire par-delà les frontières et les bassins avec les actifs dont ils disposent déjà. Le système des Nations Unies appuiera ces activités grâce à notre appui technique, nos partenariats, le leadership de l'envoyé spécial du secrétaire général sur l'eau et les activités de l'ONU, eau et autres partenaires présents dans cette salle. En faisant les bons choix maintenant, cette ressource vitale peut devenir une source de dignité, stabilité et prospérité commune que méritent tous les Africains. Je vous remercie, je vous souhaite un dialogue fructueux. Thank you very much, distinguished. Merci beaucoup, Madame le vice-secrétaire général, pour